nous continuons notre circuit vers le nord en longeant plus ou moins la côte atlantique. Pour ceux qui ont déjà suivi le périple d'Irlande depuis le début, ils pourront constater que par rapport au Connemara, la région est moins sauvage, plus montagneuse, plus habitée aussi. On compte environ 170 000 habitants sur l'ensemble du comté. Les côtes y sont aussi très découpées, tantôt très abruptes avec des falaises de 600 mètres, tantôt en pente douce et verdoyante. Au cours de cette journée, nous visiterons également un site mégalithique et une fabrique de tweed. Je vous montre simplement la petite sculpture qu'il y a derrière moi. C'est un truc tout récent, je crois que ça date de 2001. C'est une sculpture qui fait référence à un des poèmes de William Butler Yeats qui dit, dont le titre c'est « Il désirait les habits du ciel ». Donc on voit quelqu'un quasiment nu qui est sur une couverture, donc il va sûrement s'habiller de cette couverture. Et il y a les différentes paroles de ce poème qui sont au sol. Il y a un petit crochet par ici, c'est pas l'objectif de la visite, mais je vais quand même vous signaler qu'il y a la tombe de William Butler Yeats qui est ici, qui est né en 1865, qui a eu le prix Nobel de littérature, hein, c'est quand même un écrivain assez important, et qui est mort à Roquebrune-Saint-Martin, juste à côté de Menton, en 1939. On est sur le site d'un ancien monastère. Normalement ça, vous savez pas que c'est un indice, pas encore maintenant, mais il y a en particulier la tour que vous voyez derrière vous, la base de la tour. Si vous regardez la porte, elle se trouve en hauteur. C'est ce qu'on appelle une tour ronde, locale. C'est ce que vous avez pu voir à Cashel en particulier. Donc ces grandes tours, celles-ci, elles ont été construites entre 900 et 1200. Ces grandes tours servaient de points de repère et de clochers pour appeler les pèlerins. Alors là, vous avez vraiment la chance d'en trouver une à l'extérieur qui n'est pas protégée. Cette croix daterait du XIe siècle et c'est ce qu'on appelle une croix celtique, une grande croix irlandaise. Alors, la croix celtique, c'est par rapport à sa forme. Vous avez un rond avec une croix à l'intérieur. Je vous ai dit, ici, on est venu récupérer les symboles celtes et on les a réassaisonnés à la sauce chrétienne. On pense que ça, c'était vertical, horizontal, dans un cercle qui symbolisait l'infini. Donc deux choses qui s'opposaient, le noir, le blanc, le bien, le mal, la dualité de toutes choses en fait, l'équivalent du yin et du yang chez les asiatiques. Les chrétiens ont réassaisonné ce symbole, la croix, la mort, la passion, la souffrance. Et le rond, on garde ce symbole d'infini, d'éternité, donc ça serait le passage de la mort à la vie éternelle. C'est ce que vous retrouvez encore sur les croix beaucoup plus modernes dans le cimetière. Dans la même enceinte, l'église du monastère de Drumcliff, fondée aux environs de 575 par Saint Colomba, plus connu sous le nom de Colombe de l'Église, missionnaire irlandais qui aida à réintroduire le christianisme en Écosse et dans le nord de l'Angleterre. Remontons le temps. Après ce cimetière relativement moderne, rendons-nous sur un site mégalithique qui a 4500 ans d'histoire. Ici, on est en présence de ce qu'on appelle un cairn en cours. Alors, cairn, ça veut dire tas de cailloux. Ça se voit que c'est un tas de cailloux. En cours, c'est parce qu'ils sont à place. C'est un des trois types de cairns qu'on va trouver en Irlande. On a ce qu'on appelle les tombes à passage. Donc, les tombes à passage, c'est une succession de dolmens comme celui que vous pouvez voir là, les uns derrière les autres, qui créent un couloir. Et sinon, on a les tumulus, qui sont des gros tas de cailloux ou des gros tas de terre de temps en temps. Donc à peu près, qui a été construit vers moins 1205. Donc ça fait bientôt 5000 ans, hein, il y a 4500 ans, où il peut nous donner des indices sur les gens qui vivaient à l'époque. Vous voyez qu'il faut quand même pas mal d'organisation pour construire tout ça. Replaçons-nous à l'époque. Donc c'est des personnes qui ont construit ce site devaient avoir entre 14 et 20 ans. Donc il fallait certainement une organisation sociale, parce que même si ça avait sûrement une vocation spirituelle ou religieuse, il fallait quand même des gens qui continuent à entretenir les champs, etc.
Donc la société, ça prouve que la société était déjà organisée. Les troncs d'arbres, il devait les tirer avec des cordes au niveau de ces trous et à un moment, elle balait, elle se redressait. On venait combler avec de la terre, des cailloux pour qu'elle tienne droite. Et après, d'après les théories à l'heure actuelle, on ramenait de la terre tout autour de ces pierres droites et on pouvait comme ça traîner une autre pierre, donc la pierre de 33 tonnes au sud de Dumoulin par exemple, on pouvait la traîner pour venir la poser sur les deux pierres qui étaient déjà verticales. A priori, c'est la technique qu'ils utilisaient, on peut faire que des suppositions. Nous reprenons la route dans un paysage vallonné, verdoyant, couvert de forêts, et ce ciel qui change sans fin, un spectacle à lui tout seul. Si l'Irlande c'est avant tout l'agriculture, l'élevage et la pêche, il existe un artisanat qui dépend de ce secteur primaire et qui permet la valorisation du mouton si répandu dans le pays. C'est la fabrication du tweed. Nous allons visiter le Triona Design, une occasion de voir fonctionner un ancien métier à tisser. Mais ce reportage fait l'objet d'une vidéo séparée. Nous reprenons la route dans la péninsule du Donegal et retrouvons le soleil et ce ciel magnifique. Nous longeons le fleuve côtier Guebara River, une région qui voit passer énormément d'oiseaux migrateurs. Et cette eau toujours aussi noire à cause de la tourbe en suspension. La présence de ce tracteur et remorque avec roues jumelées nous rappelle que l'agriculture dans la région, c'est aussi l'exploitation de la tourbe qui se trouve dans des terrains mous où il est hasardeux de se rendre sans un équipement adéquat et risquer ainsi de rester enlisé. Ce champ retourné est le résultat de l'exploitation industrielle de la tourbe. Une machine racle une certaine couche de terre superficiellement pour faire les mêmes briques. C'est plus écologique car les couches profondes ne sont pas lésées. Cette côte déchiquetée, battue par les vents, inondée par les embruns marins, chaude en été avec peu d'eau douce, froide en hiver, permet cependant la prolifération des bruyères, genêts, rhododendrons et mousses diverses. C'est sur de tels terrains que les hommes des civilisations anciennes sont venus chercher les pierres servant à la construction des menhirs, dolmens et cairns. Devant nous, ce cône presque parfait, c'est l'Errigal, altitude 749 mètres, le plus haut sommet de la région. Après les précédentes images de la côte, on aurait pu penser que le pays était désert, et pourtant voici une petite localité. Devant nous, la péninsule sanglante, ainsi nommée en raison de très nombreux naufrages qu'il y a eu dans la région. D'ailleurs, c'est ici que fut fondée l'une des premières sociétés de sauvetage en mer. Cette falaise comporte de nombreuses grottes colonisées par les oiseaux marins. Nous quittons maintenant la côte nord de l'Irlande pour rejoindre Letterkenny, but de notre escale de ce jour.